Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pour l'effet pangolin, le talk du Festival Atmosphère. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4 et nous avons voulu créer sur la toile l'esprit du festival en faisant dialoguer la culture, le militantisme et le savoir. Aujourd'hui, nous allons parler de diversité au sens large en partant de l'espace et en arrivant sur Terre. Et vous allez voir que la diversité est très importante dans la nature. Alors avant de vous présenter mes invités du jour, déjà je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Facebook, sur YouTube, avec le hashtag l'effet pangolin, mais également sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et pour vous dire, eh bien, écoutez, l'audience a été multipliée par 10 en l'espace de 3 semaines. Donc continuez comme ça, parlez de l'émission, likez, abonnez-vous. Et ainsi, Norman, Cyprien et Squeezie vont trembler car le pangolin arrive. Voici donc nos invités du jour. Non, ne dis rien, Fred, s'il te plaît. Ouais, je sais, c'est consternant. Notre grand témoin de cette semaine est astrophysicien, directeur de recherche à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Il a entre autres piloté la fameuse mission Rosetta qui est allée en 2014 recueillir au cœur de la comète du même nom, eh bien, au cœur de la comète Chury, des données pour essayer d'explorer les origines de la vie. Cette comète se trouvait à 500 millions de kilomètres de la Terre. Et on va donc s'en rendre compte en discutant avec lui de cette notion de diversité importante dans la nature. C'est Jean-Pierre Bibring. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, cher Sébastien. Jean-Pierre qui connaît bien le Festival Atmosphère puisque Jean-Pierre a été le parrain de l'édition précédente. Jean-Pierre, tu passes beaucoup de temps à travailler sur l'espace, à faire des calculs, à envoyer des sondes dans l'espace. Est-ce que toi-même tu rêves ou tu as rêvé d'aller dans l'espace ? Alors oui, je suis de la génération de ceux qui ont connu, non pas connu, mais vu Yuri Gagarin faire son premier tour. J'étais enfant, mais quand même, oui, j'étais nourri de cela et c'est vrai que j'ai été candidat à aller dans l'espace. Mais c'est un espace proche. Quand on va dans l'espace, c'est en orbite autour de la Terre. Ça n'a rien à voir avec l'exploration spatiale des objets, comme on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aller dans l'espace, pour moi, ça a toujours été un rêve que j'ai essayé de rendre concret, mais ils en ont préféré d'autres. C'est comme ça. Oui, d'autant qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui rêvent d'y aller. Il y a très peu d'élus. Je ne sais pas combien de personnes sont allées dans l'espace depuis le début de la conquête spatiale. Il y a même des chiens. On arrive à des centaines malgré tout. On arrive à des centaines. Bon, très bien. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, Jean-Pierre, pour parler de toutes ces belles choses que l'on peut trouver dans l'univers. Avec toi aujourd'hui, une journaliste, réalisatrice. On peut lire ses éditos sur Slate, l'entendre dans des podcasts tels que Kif Taras, l'entendre sur RTL. Elle est autrice du livre Ne reste pas à ta place, où il est question de déterminisme social, mais pas seulement, et de transfuge de classe. Bonjour, Rokhaya. Bonjour Sébastien. Rokhaya Diallo. Et on va parler d'espace avec Jean-Pierre Bibring. Est-ce que dans tous les milieux dans lesquels tu évolues, tu as l'impression parfois d'être une extraterrestre ? Oui, des fois je me sens un petit peu isolée et c'est vrai que j'ai l'impression parfois d'être entrée par effraction dans un milieu qui n'était pas forcément préparé à ma présence. Bon voilà, mais en fin de compte, tu y es quand même et tu es en train d'ouvrir des portes. Voilà. Et une fois que le pied est dans la porte ne peut plus se refermer maintenant. Ah, c'est ça. Et ça permet à d'autres aussi d'y arriver. Évidemment. Comme chaque semaine, nous avons avec nous une artiste. On a commencé la première semaine avec Tété, on a eu Trio, on a eu Angélique Kidjo. Elle est auteure, compositrice, interprète, créatrice de l'association La Voix Verte, car elle est non seulement artiste, mais également militante. La Voix Verte se trouve à Crécy-la-Chapelle, en Île-de-France. Bonjour, Nash. Bonjour. Comment ça va, Nash ? Bah bien. Écoute, je suis dans mon jardin avec les oiseaux, donc ça va. Formidable. Ouais. Merci beaucoup, Anna, pour ce très beau décor avec cette arbre derrière toi. J'entends les oiseaux. C'est formidable. C'est quoi ces fleurs violettes là ? C'est des lilas. Je suis en manque de nature, donc dès que je vois une feuille… Ouais, les lilas commencent à exploser là. Formidable. L'autre jour, j'ai pleuré devant une botte de persil pour te dire, j'ai besoin de nature. Là. Ah ouais. Oui, là, oui. Ça, c'est un code pour dire qu'il a besoin de bœufs, en fait. C'est surtout ça. Je ne crois pas qu'on ne te voit pas. Anna, tu t'es installée dans ce village à 45 minutes de Paris et tu veux créer du lien entre les villageois, les citadins et les ruraux et aider à une transition vers la permaculture, vers le bio. Et est-ce que toi-même, tu as la main verte ? Bah, en fait, je suis une Parisienne pure souche et donc j'ai été coupée de la nature toute ma vie. Et depuis il y a 4 ans, j'ai emménagé ici et je commence à comprendre en fait la nature. Et c'est fou, mais c'est une révélation énorme pour moi et j'ai l'impression que c'est très spirituel et ça influe beaucoup. Ça m'a permis aussi de me comprendre mieux et de comprendre mieux l'humain d'une certaine manière, de voir la nature. Et donc voilà, donc j'ai l'impression que c'est un chemin qu'on peut tous faire et que c'est assez primordial d'être connecté à ça en fait. Et j'ai été hors sol
pendant tout le début de mon existence. Et là, je commence à apprivoiser un peu plus mes racines, en fait, d'une certaine manière. Voilà, avec cette association que tu as créée avec 5 autres femmes, vous commencez déjà à avoir des résultats. On va en parler bien sûr aujourd'hui. Et puis avec nous, il a déjà pris la parole, mais voilà, il y a Frédéric Sigrist, un puits de science avec un humour incommensurable et surtout spécialiste de la pop culture. J'avais envie d'être gentil avec toi aujourd'hui. Oui, c'est rare, hein. Oui, Rare. Mais je le note. Tu me Il y a diras peut-être- combien je te dois. Il y a peut-être quelque chose derrière. Oui. C'est le roi de la pop culture. Il présente entre autres le podcast Blockbuster sur France Inter. Et justement, aujourd'hui, on va parler de diversité. Et je crois savoir que la diversité est présente depuis longtemps dans la pop culture, Fred. Alors, oui, elle est présente, mais c'est un peu compliqué, la pop culture, enfin, la diversité dans la pop culture, parce que c'est un peu comme les préliminaires. C'est plein de bonne volonté, mais c'est souvent mal fait. Tu vois, par exemple, tu n'as jamais remarqué que dans les films avec des extraterrestres, ils ont absolument tous la même tête. C'est-à-dire, dès qu'on imagine des extraterrestres, ils ont la même tête. C'est-à-dire que dans Alien, ils ont la même tête. Dans Mars Attacks, ils ont la même tête. Dans Independence Day, ils ont la même tête. Nous, sur Terre, on a des Asiatiques, des Africains, des Arabes, ce qui nous permet de faire de très, très bons films avec Christian Clavier. Hein, mais genre, dans l'espace, la diversité, ils ne connaîtraient pas. Chewbacca, dans Star Wars, il est poilu, mais c'est peut-être juste la version hipster des Wookiees. Il y a peut-être des Wookiees à poil ras. Mais comme on en a vu un seul, eh ben, très vite, on s'est dit, ils sont tous comme ça. Voilà. Et va expliquer qu'il peut y avoir de la diversité aussi dans l'espace. Par exemple, tu prends Teddy Riner et Éric Zemmour et tu les montres à un extraterrestre. Eh ben, ils ne te croiront jamais quand tu vas leur dire que c'est de la même espèce. Et pourtant, si ça se trouve dans la guerre des mondes, ce n'est pas tous les Martiens qui ont attaqué la Terre. C'est peut-être uniquement certains Martiens. Hein, on met tous les aliens dans le même sac. Il y a peut-être un débat là-bas, on ne sait pas. Il y a peut-être une grosse partie des Martiens pacifiques qui mangent bio, local, équitable et qui trouvent que l'invasion de la Terre, c'est une forme d'impérialisme économique. On ne sait pas. La diversité, ça te permet de multiplier tes points de vue et ça nuance tes propos. Superman, par exemple. Tout le monde connaît Superman. Bon, imagine une seule seconde que Superman, il soit bien venu de Krypton, mais qu'il soit venu noir. Comment ils font Jonathan et Martha Kent, les fermiers du Kansas, pour faire croire que c'est leur fils naturel? En plus, on sait comment ça se passe dans les petites villes américaines. Ça parle, ça jase. Tout le monde serait venu voir Jonathan en lui disant tu sais, t'es sûr que c'est ton fils? Bah non, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah quand même, il y a des signes un petit peu. Ça serait mal passé. En plus, Superman, au moment où il aurait découvert ses pouvoirs à l'adolescence, il se serait pas dit qu'il aurait des pouvoirs parce qu'il venait d'ailleurs. Il se serait dit qu'il avait des pouvoirs parce qu'il était noir. Et donc aux États-Unis, avec les bavures des policiers américains, ça lui aurait fait tout drôle de voir d'autres noirs ne pas arrêter les balles. Tu vois, ça change complètement la version d'une histoire, la diversité. Et en plus, la diversité, ce n'est pas seulement une question de couleur de peau, c'est aussi un genre. Parce que parmi les super-héros, on revient loin. Il y a les couleurs de peau, mais il y a aussi les genres, hommes et femmes. Et quand tu penses que les 4 Fantastiques, en 1961, Stan Lee et Jack Kirby, ils te créent la première équipe de super-héros Marvel. Bon, tu as Red Richards, Mr. Fantastic, il a le même pseudo que toi sur Tinder. Il y a Ben Grimm, la chose qui se transforme en pierre. Johnny Storm, la torche, tu vois, et la seule fille du groupe, Sue Storm, c'est quoi son pouvoir? De devenir invisible. Tu te rends compte, Sébastien? La première femme dans un groupe de super-héros Marvel, son pouvoir, c'est de ne pas être vue. Et tout ça, c'est révélateur de comment on traite la diversité dans la pop culture. Et je me dis que finalement, la diversité, c'est bien d'en parler, mais surtout, ce qui est important, c'est de la rendre visible. Et ça serait beaucoup mieux. Merci beaucoup Fred, pour cette exploration dans l'univers de la pop culture. Jean-Pierre Bibring, allons maintenant dans l'espace. Déjà, la pop culture traite beaucoup de l'espace, bien sûr. On l'a dit, tu es astrophysicien et spécialiste des origines de la vie. Tu as piloté la mission Rosetta, je l'ai dit, qui a propulsé la sonde du même nom en 2014 sur la comète Chury, à 500 millions de kilomètres de la Terre. Le voyage de cette sonde a duré 10 ans. Quel était le but de cette mission, Jean-Pierre? Alors, effectivement, c'est une mission qu'on a démarrée il y a plus de 30 ans, 34 ans. À l'époque, l'exploration spatiale, on était quasiment à ses débuts. On avait quand même déjà été voir l'une après l'autre la plupart des planètes du système solaire, du monde planétaire. On avait été voir la Lune, Mars, Vénus et même les planètes géantes, Jupiter. Commençait à justement se rendre compte que l'idée que l'on se faisait que les planètes, finalement, c'est quelque chose de banal, que la Terre est un objet comme les autres, non, c'est pas ça. Elles sont toutes planètes, mais elles sont toutes différentes. Et on commençait à prendre conscience du fait que la richesse que l'on a dans le système solaire, c'est précisément cette diversité. On va revenir là-dessus. Mais il y avait tout un monde qu'on n'avait pas été voir encore, c'est le monde des petits objets, les astéroïdes et les comètes. Les comètes, on n'avait été les voir qu'une seule fois. C'est en 86, lorsque la comète de Halley revenait. Il y a plusieurs sondes qui ont été à sa rencontre.
Mais à l'époque, on n'avait pas la capacité de s'arrêter par rapport à elle, c'est-à-dire de faire un rendez-vous et de la suivre dans sa trajectoire. On allait à sa rencontre. Pour la comète de Halley, la rencontre a eu lieu à tellement grande vitesse, c'était 70 km chaque seconde. Entre le moment où on est d'un côté et le moment où on est de l'autre, ça passe 2 minutes. On a 2 minutes pour observer, analyser cet objet. Ça n'a pas pu faire grand-chose. On a quand même découvert quelque chose d'incroyable, c'est que les comètes dont on pensait que c'était surtout des objets faits d'eau, de glace, qui se vaporisent, et c'est ça qui donne leur allure de comète, en fait, c'est les objets les plus noirs, les plus sombres du système solaire. On s'est dit, il y a un truc incroyable. Comment est-ce que de la glace peut être si sombre? Et on a réalisé que dans cette glace, il y a des molécules très absorbantes qui sont sûrement des molécules avec du carbone dedans, du charbon, comme de la suie, et que cette suie rend cet objet très sombre. Mais l'important, ce n'est pas que l'objet soit sombre, c'est que cette suie, c'est peut-être ce qui reste d'une évolution des phases carbonées qui ensuite, lorsqu'elles sont rentrées dans les océans planétaires, et en particulier dans les océans terrestres au début, a pu être à l'origine de ce qu'on appelait le vivant. Et donc on s'est dit, mais maintenant… Pardon, il y a eu une petite rupture à l'origine de ce qu'on appelle le vivant, c'est ce que tu as dit. Le vivant sur Terre. Et donc, tout d'un coup, on s'est dit, mais ce qu'il faut… Il y a encore un petit bruit là. Ah, ben c'est un petit oiseau. C'est merveilleux. Donc, on s'est dit, c'est que maintenant, ce qu'il faut, c'est aller plus loin dans la compréhension de ce qui a donné naissance réellement à la vie sur Terre. Et peut-être qu'on va le comprendre si on va sur un noyau de comète, si on récupère un peu de ce matériau-là, qu'on le rapporte sur Terre, qu'on l'analyse, et on va savoir s'il y a déjà toutes les briques moléculaires, les briques de ce qui est devenu après l'ADN, peut-être l'ARN, peut-être les virus, dont on parle beaucoup en ce moment. Et donc, on a conçu une mission qui avait comme but d'aller sur place, récupérer quelques kilos de cette glace, la ramener sur Terre pour l'analyser. Et puis, dans cette coopération, il y avait à peu près toutes les agences spatiales de l'époque qui savaient faire ça, c'est-à-dire la NASA américaine, l'ESA européenne, les Russes y étaient aussi, les Soviétiques de l'époque. Et rapidement, parce que les Américains ont décidé, sans nous prévenir quasiment, de se retirer du projet, il s'est avéré que l'Europe seule ne pouvait pas faire toute la mission. C'était trop compliqué et c'était surtout trop cher. Et on s'est dit, plutôt qu'aller sur un noyau cométaire, ce qui était déjà incroyablement difficile, prélever quelque chose et le ramener pour être analysé dans nos laboratoires, faisons l'inverse, construisons un laboratoire qu'on va amener là-bas pour analyser sur place ce qu'est une comète. Et c'est comme ça qu'est née la mission Rosetta, avec cet objectif majeur, analyser au mieux ce qu'est réellement cette comète, dont on avait toutes les raisons de penser qu'elles se sont formées en même temps que les mondes planétaires, mais n'ont quasiment pas évolué depuis, ce qui veut dire que la matière qu'il y a dans les comètes, c'est une matière qui était déjà là lorsque les planètes sont nées et qui pouvait déjà receler des ingrédients qui ensuite ont donné ce que sur Terre on a appelé les structures vivantes. Donc c'était ça vraiment l'objectif majeur, essayer de comprendre ce qui a donné naissance à la vie sur Terre. C'est intéressant comment tu es très attentif aux mots, ce que l'on appelle sur Terre le vivant, parce que comment est-ce que le vivant n'existe pas? On est actuellement, grâce à l'exploration spatiale, en train de changer des paradigmes incroyables, ancestraux dans certains cas, qui ont géré notre compréhension de ce que sont les mondes planétaires, la notion même de planète. Tout change en ce moment. La notion de diversité dont on parle beaucoup maintenant, c'est une notion qui, par rapport à ce que sont les mondes planétaires, n'existait pas quand l'exploration spatiale a démarré. Quand l'exploration spatiale a démarré, donc il y a une soixantaine d'années, il y avait l'idée qui a été forgée au cours du temps, essentiellement après Copernic, Giordano Bruno, puis Galilée, etc., au XVIIe siècle, l'idée que finalement, toutes les planètes se ressemblent, que la Terre n'a rien d'unique, n'a rien de fondamentalement différent des autres, et que tous les mondes planétaires sont équivalents. Et c'est ça qui a forgé, entre autres, l'idée de ce qu'on appelle la pluralité des mondes. Il y a forcément de la vie ailleurs, parce que les mêmes lois opèrent à toutes les mêmes échelles, et donc les mêmes lois fabriquant, et donc les mêmes causes fabriquant les mêmes effets, il doit y avoir ailleurs aussi de la vie sur Terre. Et quand l'exploration spatiale a démarré, tout le monde était dans cette idée-là, que la Terre n'a rien d'unique, et que des terres, il doit y en avoir ailleurs, et donc de la vie, il doit y en avoir ailleurs aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette conception que la vie est une étape nécessaire de l'évolution. L'évolution va du simple vers le complexe, c'est ce qu'on pensait. Il y a des atomes qui donnent des molécules organiques, et le vivant est une étape nécessaire de cela. Donc, ça collait avec ce dogme, en fait, parce qu'il n'y avait rien qui nous disait qu'il y a de la vie ailleurs, de même qu'il n'y a rien qui nous dit qu'il n'y en a pas d'ailleurs, mais il y avait ce dogme qui nous disait qu'il y a une chaîne d'évolution, comme une flèche de l'évolution du simple vers le complexe, et la vie est nécessairement une étape. On a grandi avec ça, et l'exploration spatiale, elle s'était donné ça
comme objectif, valider ça, vérifier ces concepts. Et bien maintenant qu'on est dans cette phase d'exploration qui permet de valider ça, on s'aperçoit qu'une grande partie de ce qui a construit ces schémas de pensée sont probablement faux. Il faut les dépasser. La vie n'est pas nécessairement un mode d'évolution, une étape d'évolution de toute évolution dans l'univers. Il y a des évolutions qui vont donner telle forme et des évolutions qui vont donner d'autres formes. Et de plus en plus, on va vers cette idée que ce qu'on appelle le vivant sur Terre, c'est le produit d'une évolution très particulière qui est liée au fait que la Terre elle-même a subi une évolution très particulière et que dans ce que j'appelle les contingences, c'est-à-dire le contexte de cette évolution, eh bien, cette évolution a pris telle forme plutôt qu'une autre. Elle aurait pu en prendre d'autres. Sur Terre, ça a pris la forme des structures vivantes que l'on connaît. Mais lorsqu'on se met autour d'une table pour essayer de définir qu'est-ce que veut dire le vivant, qu'est-ce qu'est le vivant, on s'aperçoit qu'on arrive très rapidement à des murs de compréhension. Et d'ailleurs, au Festival Atmosphère, on en parle très souvent, d'année en année, on en parle en raffinant nos choses. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on appelle le vivant pour tout le monde, c'est quelque chose qui s'oppose à quoi? Ça peut s'opposer à la mort et la vie peuvent souvent s'opposer, mais surtout, le vivant s'oppose à l'inerte. On dit, il y a de l'inerte, il y a du vivant. Il y a une différence entre une pierre et un arbre, ou une pierre et telle ou telle plante. Et puis, quand on réfléchit un petit peu, quelle est vraiment la différence? Comment est-ce qu'on peut définir le vivant par rapport au non-vivant? On s'aperçoit qu'il y a une difficulté majeure qui vient et que cette difficulté, elle aboutit à ce fait, je crois, que la notion même de vie qui a été extraordinairement opérante au cours du temps. Quand on voit ce que Darwin a pu en faire pour comprendre comment le vivant arrive à acquérir ce niveau de diversité que l'on voit, c'était un concept incroyablement efficace. Mais on aboutit à une autre contradiction qu'on ne peut pas surmonter, c'est que quand on remonte le temps, on aboutit à l'idée qu'il y a eu un moment où on est passé de l'inerte au vivant. Il y a eu comme un aspect créationniste. On fait émerger quelque chose d'un non-événement. Souvenez-vous de Pasteur, qui a mis une bonne partie de sa vie à démontrer que s'il y a de la maladie, c'est qu'il y avait des germes avant. C'est qu'on ne fait pas naître la maladie de la non-maladie. Il n'y a pas de génération spontanée. Je pense que pour la vie, c'est la même chose. Il n'y a pas de transition émergente de quelque chose qui ne serait pas vivant vers quelque chose qui d'un coup serait vivant. Et encore aujourd'hui, on parle souvent de l'origine de la vie. Dire qu'il y a une origine de la vie voudrait dire qu'il y a eu un moment avant lequel il n'y avait pas de vivant et qu'on pourrait dater ce moment. C'est un petit peu comme pour l'homme. À un moment donné, on disait il y a eu une naissance de l'homme. Et le monotheisme nous a imposé cette idée-là. Jusqu'au moment où on s'est aperçu que ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire qu'il y a eu un moment dans l'histoire où on est passé des mammifères, autres que l'homme, et qu'un jour, il y a eu un homme qui est sorti. Non, il y a une évolution continue dans un monde qui a emprunté ces chemins d'évolution en fonction de ce que l'environnement lui offrait. C'est pour ça qu'il n'y avait rien d'écrit à l'avance. C'est ça la grande force du darwinisme, de dire qu'à chaque étape de l'évolution, tous les possibles existent et c'est l'environnement qui va en choisir un. Eh bien, c'est vrai à l'intérieur du vivant et je pense que c'est vrai pour le vivant lui-même. Le vivant. Et c'est pour ça que je mets toujours des guillemets, et c'est à ça que tu faisais allusion tout à l'heure. Quand je dis ce qu'on appelle le vivant sur Terre, oui, on a pris l'habitude, et une habitude saine quelque part, de dire il y a une diversité des formes de la vie, le végétal, l'animal, les champignons, donc on ne sait pas trop s'ils sont d'un côté ou de l'autre, etc. Mais rapidement, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément extrapolable à toute évolution dans l'univers. Fred, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, ce qui m'intéressait, en fait, c'était l'idée de dire qu'il n'y aurait pas eu de phase avant la vie et une phase après la vie. En fait, c'est juste une sorte de mutation, mais même les objets inanimés, dans des milliards et des milliards d'années, on peut très bien imaginer qu'ils puissent devenir une autre forme de vie en évoluant encore. Ou est-ce que c'est juste un fantasme? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de raison d'appeler ça du vivant. Si tu mets du silicium ensemble, ça va donner énormément de choses différentes et les planètes sont effectivement dans leur forme, et il y a une grande diversité de planètes qui sont aussi une forme chacune particulière d'évolution de la matière qu'on appelle inerte, mais qui est une forme d'évolution aussi avec des défauts, telle ou telle chose, et en fonction de l'environnement local, ça va prendre telle forme plutôt qu'une autre. Mais il n'y a aucune raison de baptiser de vivant quelque chose qui serait quelque chose d'assimilable à ce que le vivant sur Terre a pris. Et c'est ça, il n'y a pas de principe de vie.
On essaie toujours de dire, mais il y a peut-être des principes de vie et on pourrait imaginer qu'ailleurs, ces principes se révèlent sous d'autres formes. Donc, on pourrait imaginer d'autres formes de vie. Je pense que c'est cette notion-là même qui n'est pas la bonne. Non, il y a une diversité des moyens d'évolution, des formes d'évolution. Chez nous, une certaine frange de cela a pris la forme de ce qu'on appelle les structures vivantes, qui elles-mêmes ensuite ont pris une incroyable diversité de possibilités d'évolution qui dépendent des conditions très particulières qu'à un moment donné la Terre a favorisées. Mais on pourrait très bien concevoir que le carbone, l'hydrogène, l'azote, le phosphore, tous ces éléments-là, dans un autre environnement, vont prendre d'autres formes d'évolution et que ces autres formes d'évolution existent très vraisemblablement ailleurs, mais qu'il n'y a rien qui nous oblige à les baptiser de vivants parce qu'aucune de ce que nous, on considère être les formes de la vie vont être applicables à ces autres évolutions. Et donc, c'est la conjonction de l'ensemble de plein de données qui se retrouvent, on peut dire par hasard ensemble, qui vont donner naissance à quelque chose. Absolument. Rokhaya, Nash, qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée que nous ne sommes pas vivants, nous sommes des structures vivantes, une forme de structure vivante? C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant dans la mesure où ça nous invite à l'humilité. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai compris de ce qui a été dit, c'est que ce que nous, on baptise le vivant et qu'on considère comme étant vraiment spécifique et singulier, en fait, c'est une forme d'évolution parmi d'autres qu'on n'arrive pas forcément à identifier comme telle parce qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on considère comme étant une forme de vie valable et valide. Mais finalement, je trouve que ça nous rend modestes et ça nous place à l'échelle de ce que nous sommes réellement, quoi. Donc, je trouve que c'est une intéressante invitation à la réflexion sur ce que nous sommes réellement. Nash? Ouais, je suis assez d'accord. C'est exactement ce que je ressens aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a, on a ce sentiment, enfin moi en tout cas j'ai ce sentiment que énormément de choses me dépassent et sans forcément mettre des mots dessus. Et d'une certaine manière, effectivement, ça invite à réfléchir autrement, à avoir d'autres perspectives et c'est assez inspirant et je pense que ça peut faire évoluer les choses en fait, de réfléchir de cette manière-là. Et il y a aussi cette notion de lien, c'est-à-dire qu'au final, tout à l'heure, Jean-Pierre, quand tu faisais le parallèle entre une plante et un caillou, et quand on sait que tout ça vient de très loin et qu'il y a des structures moléculaires qu'on retrouve dans d'autres univers et dans l'espace, il y a un lien ténu qui nous associe à tout ce qu'on considère comme étant vivant ou non vivant. Et ça revient toujours à cette notion de grand tout, en fait. Et c'est juste la conjonction de ces ingrédients qui fait qu'à un moment donné, il se passe quelque chose ou pas. Voilà, c'est-à-dire, bien sûr qu'il y a un lien. C'est sûr que la matière qui constitue aussi ce qu'on appelle le vivant que le non-vivant sur Terre a une même origine quelque part. Ce sont des atomes qui eux-mêmes ont des sous-constituants qui ont été fabriqués au cours du temps dans l'évolution de l'univers. D'abord, l'évolution de l'univers aurait pu donner naissance, à partir des mêmes ingrédients initiaux, à d'autres types de structures. La notion même d'atome, on pourrait avoir autre chose que des protons et des neutrons, etc. Dans notre univers, c'est ça que ça a donné, parce qu'à nouveau, le contingent, le contexte a permis que les particules se regroupent de cette manière-là, mais les autres sont possibles aussi. Alors, c'est vrai qu'au cours du temps, et depuis quelques décennies en particulier en astrophysique, mais je pense que c'est vrai dans d'autres domaines, il y a tout ce débat entre faut-il unifier les choses, trouver des causes communes pour essayer de tout ramener à de mêmes principes, au contraire, est-ce qu'il faut mettre l'accent sur ce qui fait la différence entre les choses. Je prends un exemple, par exemple. Il y a des milliards, nous sommes à 8 milliards d'individus sur Terre. Est-ce que ce qui est important, c'est qu'on est tous différents? Ou est-ce que ce qui est important, c'est qu'on a tous quelque chose en commun, c'est qu'on est des hommes par rapport au reste des espèces? Eh bien, ce débat-là, c'est un débat qui n'est pas trivial, en fait, parce que, on pourra en parler à propos d'ailleurs de la notion d'anthropocène, etc. À tout moment, il y a eu cette question de savoir est-ce qu'il faut mettre l'accent, est-ce que la richesse est sur ce qui est unificatrice ou est-ce que c'est la richesse c'est dans la diversité? Et je pense que, de même, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure à propos des mondes planétaires, pendant très longtemps, essentiellement jusqu'à la révolution de Copernic, la Terre était différente, elle était unique puisqu'elle a été fabriquée comme telle. Donc, il y avait une singularité terrestre. Et ça a été progressivement bazardé complètement pour montrer que les planètes, finalement, ont quelque chose de commun en tant que planète. Mais ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est ce qui est important. Ce n'est pas que tous les objets soient planétaires au sens où ils gravitent autour d'étoiles, c'est qu'à l'intérieur de ces mondes planétaires, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Ce qu'a montré l'exploration spatiale,
c'est que justement, ce qui est fort, ce n'est pas que la Terre est comme les autres, une planète, une boule qui flotte dans l'espace, c'est que la Terre est différente des autres qui elles-mêmes entre elles sont différentes. Ce n'est pas que la Terre est différente de Mars et de Vénus qui seraient les mêmes choses, non. Mars, Vénus, etc. Et maintenant qu'on est capable de regarder non seulement les planètes du système solaire, mais les différents systèmes, puisqu'on sait maintenant qu'il y a des planètes autour des autres étoiles, ce qui est extraordinaire dans les découvertes qu'on fait maintenant, ce n'est pas qu'on montre que partout il y a la même chose, c'est-à-dire des planètes autour des étoiles, c'est que justement le contraire, c'est qu'il n'y a pas deux systèmes qui se ressemblent. C'est qu'il n'y a aucun autre endroit où il y a une étoile avec des planètes autour qui ressemblent à notre Soleil et des planètes autour. Donc actuellement, je pense que le plus important, c'est de montrer ce qu'on appelle la richesse de la diversité, c'est de comprendre comment, à partir peut-être d'origine unique ou commune, le Big Bang, on a réussi au cours du temps à fabriquer des évolutions qui arrivent à montrer cette incroyable diversité et de trouver dans cette diversité non seulement la richesse de la compréhension de tout cela, mais la force effectivement de ce que la nature est en train de nous dire et de se révéler à nous. C'est passionnant, ça nous ramène à ce que l'on vit. C'est-à-dire que ce qui est fascinant dans ce que tu dis, Jean-Pierre, c'est que ces grandes lois fondamentales, pardon si j'utilise un vocabulaire qui n'est pas tout à fait adapté, mais qui régissent l'univers, s'appliquent au quotidien et à la société. Au final, j'ai l'impression que ça se reproduit à l'envi. C'est-à-dire que dans toute évolution, je dirais, il y a deux paquets de choses. Il y a les lois générales, les structures. Et c'est vrai qu'en physique, dans la nature, il y a 4 lois fondamentales, on peut dire, 4 interactions fondamentales qui suffisent à expliquer tout ce que l'on voit à toute échelle, la gravité que l'on connaît, l'électromagnétisme, etc. Mais l'erreur qu'ont fait les gens pendant longtemps, qui est presque un syllogisme à cause de ce que je disais, les mêmes causes produisant les mêmes effets, s'il y a les mêmes lois, il y aura les mêmes évolutions. L'erreur a été de penser que ce sont les lois qui fabriquent l'évolution. Non, les lois structurent, mais à l'intérieur des lois, il y a une infinité de possibilités des formes prises par ces lois. Par exemple, il y a des collisions. Les collisions en tant que telles, il y en a partout. Donc, on peut dire que les collisions sont un phénomène générique, banal, trivial dans l'univers. Mais chaque collision va être différente. Le rapport de masse des deux, la géométrie, etc., qui à chaque fois va donner naissance à une évolution différente. En d'autres termes, ce n'est pas la loi qui est importante, c'est la forme qu'elle prend. Eh bien, dans la société, on peut dire les sciences sociales, c'est la même chose. Il y a des lois structurantes, mais si les lois structurantes étaient suffisantes, il y aurait une incroyable banalité, un ennui mortel parce que tout le monde serait pareil. Il y a des lois structurantes, mais à l'intérieur de ces lois, il y a une possibilité d'évolution, ce qu'on appelle la liberté, la démocratie, ce que l'on veut, qui permet à l'intérieur de ces lois de construire des environnements et donc des sociétés, des mondes, et à l'échelle de la physique, on sait bien, des espèces aussi, qui vont être fondamentalement différentes. Donc, oui, la diversité est pour moi le nouveau paradigme par rapport à la pluralité de mondes qui serait unique, mais à l'intérieur de cette diversité, la richesse, justement, c'est la capacité de construire des ensembles qui, eux, vont pouvoir, au gré du contexte, donner naissance à des choses qui vont pouvoir s'adapter différemment. Et en particulier par rapport au changement climatique, par rapport aux grandes crises qui balayent ce siècle-là, on en discute bien au Festival Atmosphère, je trouve, on s'aperçoit que c'est ça qui est important. Et je me souviens, on avait eu un débat à propos de la notion d'anthropocène, par exemple, qui me paraît très intéressante parce que cette notion d'anthropocène… Juste préciser, l'anthropocène, on peut dire que c'est une théorisation d'une ère géologique qui aurait commencé avec l'industrialisation et qui considère que l'homme a eu un effet néfaste avec l'industrialisation sur le climat. Est-ce que j'ai résumé les choses comme il faut? Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une ère géologique. L'idée, ça serait qu'il y a eu des grandes aires géologiques et depuis que l'homme a construit essentiellement, effectivement, par l'industrialisation, un rapport à la nature complètement différent. Une nouvelle ère est née, non pas pour la planète globalement, mais pour la surface planétaire, la biosphère, qu'on appelle anthropocène, parce que anthropos en grec, c'est l'homme, mais non pas l'homme par rapport à la femme, le genre, mais l'homme par rapport aux autres espèces. Et on dit que l'homme, dans cette notion-là, que l'homme est en train de créer lui-même, il a le moyen de modifier l'environnement global au point de créer pour l'ensemble de la biosphère, et pas seulement pour lui, une ère nouvelle. Donc, c'est ça qui a été créé et il y a quelque chose de positif là-dedans, qui est de mettre l'accent sur le rôle que l'homme a pu avoir effectivement pour modifier son environnement. Ça a été très utile au moment où il y avait cette négation, en particulier par ce qu'on appelle les climato-sceptiques, du rôle de l'homme dans l'évolution du climat. Donc ça, c'était bien. Mais il y a quelque chose que je crois qui n'est pas bonne dedans. Et c'est ça dont on a débattu au Festival Atmosphère. C'est que justement, si on dit que c'est l'homme en tant qu'espèce
qui est en train de générer ce que tu disais, à savoir tous les maux de cette planète, il n'y a pas d'autre solution que supprimer l'homme. Et ce n'est pas ça l'objet. Je crois que l'important, c'est de montrer qu'effectivement, l'homme en tant qu'espèce a été capable à un moment donné de créer les énormes dégâts que l'on voit maintenant. Mais en fait, ma phrase est mauvaise, ce n'est pas l'homme en tant qu'espèce, c'est l'homme en tant qu'espèce dans un mode de production particulier. Et qu'on peut concevoir que l'homme en tant qu'espèce dans d'autres modes de production peut être en accord avec un développement qui pourrait être durable et solidaire, mais il faut justement avoir la lucidité du rôle de l'homme, mais il faut en même temps avoir la capacité d'identifier les bonnes causes, et c'est ça dont on parlait au festival et que je trouve important, pour que maintenant la mobilisation, surtout des jeunes, se fasse non pas sur des fausses raisons ou des fausses causes ou des choses biaisées, mais attaque réellement les choses. Et on le voit de plus en plus sortir, et au festival à Courbevoie, c'était manifeste. Il y a maintenant une volonté de prendre en compte, et on le sent partout maintenant à l'échelle mondiale, de prendre en compte la possibilité pour l'homme de créer des rapports de production, des rapports de coopération, des rapports de solidarité, dont on parle de plus en plus, en particulier avec la crise sanitaire actuelle, qui est complètement orthogonal, antagoniste avec ce qui a été construit depuis 2 ans. C'est pour ça que je ne dis même pas que c'est l'industrialisation, parce que je ne suis pas contre le fait qu'on crée des industries, c'est que cette industrialisation, c'est un mot qui cache en fait une autre réalité, en général on appelle le capitalisme, qui est un mode tout à fait particulier de développer l'industrialisation. Ce n'est pas l'industrie en tant que telle, ce n'est pas la machine en tant que telle qui est mauvaise, c'est l'utilisation de la machine et de l'industrie dans un rapport de production qui est négatif. Donc toujours cette idée que le contexte est important, que la diversité répond à cette évolution possible dans des contextes. Et là, actuellement, ce qu'il faut, c'est justement modifier le contexte pour que la diversité de ce que nous représentons puisse effectivement être durable. Et c'est pour ça que l'homme pourra en fait ne pas rester distinct de la nature. Moi, je n'aime pas l'opposition qu'on fait entre l'homme et la nature. L'homme fait bien sûr partie intégrante de la nature. C'est les monothéismes qui ont créé cette dislocation. On a extrait l'homme de la nature puisqu'on a créé l'homme et la nature. Non, l'homme fait partie intégrante de la nature dans la diversité de ce que l'évolution du vivant a permis au cours du temps. Alors évidemment, ça te parle, Anna, ce que vient de dire Jean-Pierre Bibrigne, parce que c'est exactement ce que tu fais au sein de ton association La Voix Verte, puisque tu essaies justement de changer, en tout cas de mettre en évidence ce qu'il y a de bon chez l'homme, si on peut dire les choses de manière un petit peu naïve, mais j'aime la naïveté et je la revendique, cette naïveté, cette candeur en tout cas, à travers cette association, en créant du lien, en promouvant, ça se dit, de nouveaux modes d'agriculture. Cette association a beaucoup de buts, c'est social, environnemental, c'est bien ça? Oui, c'est ça. L'idée, c'est en fait moi donc j'ai atterri ici et j'ai vraiment découvert toute la beauté de la nature, de la campagne et tout ça. Et puis j'ai découvert aussi une autre réalité qui était justement très peu de lien social. Il y a plus vraiment de fêtes de village. Il y a plus dans mon village par exemple, il y a pas un événement artistique dans l'année. Et puis voilà, il y a une maison de retraite, il y a le collège, mais les gens se mélangent. Il n'y avait pas vraiment de mélange et de cette génération. Et puis, il y a aussi, moi, je suis dans le 77, une des régions les plus chimiques. C'est vraiment grosse exploitation céréalière à côté de chez moi. Et il y a énormément de chimie et c'est des grosses exploitations. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec l'écologie, la culture, recréer du lien et essayer d'aider les agriculteurs qui le souhaitent à passer en bio. Donc, c'est ça un peu l'idée. On a trouvé une manière de récolter de l'argent, de monter un lieu qui soit un lieu de formation pour les agriculteurs et en même temps un lieu de réunion pour justement se faire mélanger les gens de la maison de retraite qui viennent et puis les jeunes du collège qui se mélangent à eux et qui passent un moment ensemble. Donc voilà, c'est tout un truc comme ça pour moi qui va avec en fait. C'est la même chose. C'est l'écologie pour moi, c'est la nature, mais c'est aussi voilà, c'est se respecter soi, respecter les autres et voilà, c'est la même chose pour moi en fait. C'est un tout. Alors, je vais faire un parallèle avec le livre de Rokhaya qui est Ne reste pas à ta place. Toi, tu le disais tout à l'heure, tu as grandi hors sol, tu es parisienne, tu n'es pas restée à ta place, tu as décidé d'aller à la campagne. Comment est-ce que tu as été reçue au début par les agriculteurs quand ils ont vu arriver cette chanteuse parisienne qui est venue leur dire « Bon, écoutez, c'est bien beau l'agriculture intensive, mais il faudrait faire de la permaculture et puis faire du bio, c'est quand même mieux. » Ouais. Reçu à bras ouverts.
je me suis fait. Ils m'ont vu arriver dans leur exploitation avec mes petites Doc Martens et mon petit veston. Ils m'ont dit non mais la Parisienne qui vient m'apprendre la vie, faut qu'elle arrête tout de suite. Et j'ai compris totalement cette réaction-là. Mais ce qui était génial, c'est qu'on a parlé. J'ai dit à ces gens-là que je ne savais rien et que j'étais complètement naïve, mais que j'avais juste envie de créer un lien avec eux et d'essayer de comprendre un peu mieux. Et maintenant, on a vraiment des relations. Enfin, j'ai des relations assez génial avec ces gens-là. Et puis, on est tous dans l'écoute et il faut arriver à pas être dans le jugement, en fait. C'est très, très dur de pas être dans le jugement et je trouve ça assez intéressant l'endroit où je suis parce que je suis aux portes de Paris, aux portes de la campagne. Et donc, je suis vraiment entre les deux. Et je me suis rendu compte voilà, le jugement, malheureusement, c'est ce qui peut nuire à beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et j'ai l'impression qu'il faut essayer de casser tous ces jugements-là et essayer de faire en sorte de décloisonner tout ça pour redonner de la vie, de l'échange et essayer ensemble d'être à l'écoute les uns des autres et d'essayer de construire quelque chose de nouveau qui soit plus respectueux et plus lumineux pour tout le monde, quoi. Il y a des choses positives qui sont nées de l'association déjà. Alors, il y avait un festival qui était prévu en juin, mais bon, voilà, comme beaucoup de festivals, malheureusement, il a été reporté pour récolter des fonds. Je crois que tu as déjà créé un jardin en permaculture pour l'école, par exemple. Ouais, dans le collège du village. Et puis, il y a énormément d'actions. Il y a une grande fresque qui a été mise au point par Julien Dossier, vous pouvez aller voir sur son site internet la fresque qui est magnifique. Et en fait, c'est une fresque qui représente un espèce de monde assez merveilleux, très respectueux et tout ça. C'est assez dingue. Et on fait des formations de cette fresque-là aussi dans toutes les écoles du village. Et puis, il y a plein de choses qui se mettent en place aussi pour la suite. Et il y a aussi ce projet avec Roland Feuillat, Ouais. d'écolieu, parce que en fait, tu es dans une région céréalière. Ouais. Et Roland Feuillat, il récolte des anciennes semences, en fait, des vieux blés pour blé, et pas seulement d'ailleurs, des vieilles semences de céréales, pour relancer les exploitations et recréer de la diversité au final. On est Exactement. toujours sur cette thématique de diversité, même dans la nature. En fait, Roland Feuillat, c'est incroyable. C'est le moulin de Cucugnan et il a monté donc son moulin et maintenant c'est un lieu exceptionnel où il a vraiment voilà, lancé des énormes cultures de blé ancien. Donc c'est tous les problèmes qu'on a avec le gluten, tout ça, c'est juste que le blé est tellement transformé aujourd'hui que ça peut être vraiment un poison pour énormément de gens. Et puis, mais le blé, il a retrouvé des semences très 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 anciennes. Et il a lancé donc son moulin de Cucugnan, donc il a maintenant une boulangerie magnifique et tout ça. Et en fait, il nous a contactés pour pouvoir, puisque c'est un endroit assez stratégique ici, et qu'il y a des exploitations énormes céréalières, pour pouvoir essayer de s'associer, essayer de faire un projet assez important de transition écologique, mais qui soit assez important et signifiant, quoi. Donc on est en train de travailler là-dessus en ce moment. Voilà. L'aspect coopératif est très important dans le travail que tu mènes. C'est quelque chose, Jean-Pierre qui te parle, ça, l'aspect coopératif, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la science déjà. Vous passez votre temps à coopérer, tu le disais tout à l'heure, entre les Russes, les Chinois, les Japonais, les Américains. Absolument, la coopération est vraiment le maître mot. Peut-être qu'un jour, non seulement il faudra parler de diversité, mais faire une émission sur la coopération parce que tout le monde n'entend pas d'ailleurs ce mot de la même manière. Pourquoi est-ce qu'on coopère? Il y a beaucoup de gens, si tu vas aux États-Unis, la coopération pour les États-Unis, c'est diminuer les coûts simplement, travailler avec les autres parce que ça coûte moins cher. Non, la coopération, c'est vraiment l'échange et on est en science en train de démontrer qu'on peut effectivement travailler ensemble avec des gens qui, sur d'autres plans, pourraient être considérés comme plutôt ennemis que amis. Et on montre qu'effectivement, les relations entre les peuples doivent être construites tout à fait différemment de la manière dont elles le sont aujourd'hui. Je pense en particulier à ce qui se passe par rapport à la Chine, mais pas seulement. Il y a énormément de pays, et puis l'Afrique évidemment, où on n'arrête pas de monter idéologiquement les gens les uns contre les autres en disant un tel ne fait pas ceci, un tel il cache cela. On entend encore parler à propos de la crise sanitaire. Ce n'est pas comme ça qu'on sortira des grands enjeux de ce siècle. Ce grand enjeu de ce siècle, ce n'est pas en reconstruisant des blocs et en opposant les blocs les uns aux autres. Ce n'est pas parce qu'on fera un bloc européen qui aura la force militaire pour s'opposer aux autres qu'on va damer le pion aux autres. Par rapport à la Chine ou à des empires, comme on dit comme cela, ce n'est pas par la force qu'on gagnera. C'est même ahurissant de penser qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui proposent, par exemple, une armée intégrée européenne parce qu'il y a trop d'ennemis et il faut, etc. Non. Ce que la science démontre, c'est qu'on peut avoir des relations d'échange, de coopération
qui sont mutuellement intéressants et mutuellement bénéfiques avec des gens pour lesquels, pour d'autres lois, mais qui ne sont justement pas des lois, qui sont des syllogismes, on a toutes les raisons de travailler ensemble et ce ne sont pas des ennemis. Eh bien, il ne faut pas oublier malgré tout que notre richesse, on la doit de 2 siècles d'esclavagisme et de colonialisme et que ça a créé des inégalités incroyables sur cette planète. Il n'y aura pas de salut, et je pense bien sûr aux jeunes générations, si on ne casse pas tout cela, si on ne prend pas la distance pour réaliser que ces relations qu'on a construites, l'idée des relations qu'on a construites entre les gens est basée sur des rapports de force qui sont totalement biaisés et qu'aujourd'hui, il faut qu'on reconstruise des relations entre les gens, entre les peuples, comme on dit, qui sont basées sur la solidarité et la coopération. Et ce que la science montre, c'est que c'est possible précisément. Et la possibilité, c'est ce qu'on démontre, mais bien sûr, la faisabilité ensuite, qui émerge au plan politique, me semble être ce sur quoi les générations devraient vraiment s'atteler maintenant. Mais ça suppose de casser un mode de pensée actuellement qui est vraiment ravageur. Et on pense bien sûr à ce qui se passe avec le virus, mais avec le climat. On ne s'en sortira pas si sur les grandes questions, on continue à penser que les lois du marché sont des lois de la nature. Il faut qu'on casse cela et qu'il faut qu'on remplace ça par des lois de solidarité et de coopération. Et si je peux dire, je dis juste un truc parce que je trouve ça très important et c'est un peu à l'image de la permaculture, c'est-à-dire que la permaculture c'est plein de variétés différentes qui cohabitent ensemble et qui font que voilà, t'as besoin, cette variété-là a besoin d'ombre, donc elle est à côté de cette. Et en fait, pour moi, la société c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a tous, on a tous quelque chose à faire, on peut tous faire notre part et essayer de trouver une harmonie. Pour ça, c'est le côté de la musicienne, mais c'est vraiment pour moi, l'harmonie, c'est très important et voilà, j'ai l'impression, ça rejoint ce que vous disiez, c'est vraiment, je pense que on peut retrouver l'harmonie et il faut réfléchir à la manière de le faire en fait. Voilà. Ouais, l'autre n'est pas l'ennemi, mais l'autre est justement quelque chose de positif qui peut apporter et aider dans la collaboration. Rokhaya, beaucoup de choses dans ce qui a été dit par Jean-Pierre Bibrine, évidemment, renvoie à tes combats, casser les murs, ne pas rester à sa place, parce que c'est vrai qu'on a une société qui nous laisse dans des silos. Et tu parles de transfuge de classe, et c'est Jean-Pierre parlait de l'héritage du colonialisme en France. C'est des choses, malheureusement, qui aujourd'hui perdurent. Et c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure si tu n'avais pas l'impression parfois d'être une extraterrestre. Qu'est-ce que tu donnerais pour commencer? Parce qu'on parle de ce livre que tu as fait où tu racontes ton parcours, donc ne reste pas à ta place. Qu'est-ce que tu donnerais comme définition simple d'un transfuge de classe? Alors, une personne qui est transfuge de classe, c'est une personne qui évolue dans une classe sociale qui est différente de la classe de sa naissance, la classe sociale de sa naissance. Donc, généralement, il s'agit de personnes qui sont issues de milieux sociaux défavorisés, donc sur le plan du capital matériel, un capital économique, mais aussi du capital culturel, et qui, du fait soit d'un enrichissement personnel, soit de l'accumulation de savoir à travers une formation scolaire, universitaire, etc., change de classe sociale et du coup évolue dans un milieu auquel la sociologie ne les avait pas programmés. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça génère pas mal d'interrogations de part et d'autre, un sentiment de trahison, des syndromes d'imposture aussi, et aussi une difficulté parfois d'adaptation parfois des classes sociales qui ne reconnaissent pas, par exemple, des personnes qui se sont simplement enrichies sur le plan économique ne vont pas être reconnues par leur classe sociale économique parce qu'elles n'auront pas nécessairement les codes culturels. Donc voilà, soit des codes qui sont en fait une espèce de capital non écrit mais qui se transmet à travers une éducation. Et ça, ce sont des profils qui sont très intéressants parce qu'ils font souvent preuve de beaucoup de volonté, de beaucoup de force pour, d'une certaine manière, s'adapter à un environnement qui n'est pas toujours accueillant. Fred, tu as l'air d'être intéressé et Ah non, mais pour moi, es dans l'affirmative. Non, mais oui, parce que déjà, je fais partie de ces transfuges de classe, donc moi, je me suis toujours retrouvé dans ce que dit Rokhaya, mais en plus, parce que je trouve que Rokhaya, à son échelle, on n'imagine pas le travail qu'elle fait pour justement faire connaître ce phénomène. Tu vois, le syndrome de l'imposture, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Ces difficultés à arriver dans un milieu, même quand tu commences à en avoir les codes, et à être reconnu en tant que crédible au sein même de cet univers. Et
Et voir Rokhaya qui, au jour le jour, par ses livres, par ses émissions, par, qui porte ce combat, qui s'en prend plein la tronche. Parce que vraiment, j'ai rarement vu quelqu'un se faire autant attaquer injustement pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Et tous les jours, je la vois, elle se lève, elle y va, elle attaque, elle tient le truc. Moi, je suis admiratif parce que parce qu'il y a une force de caractère qui est utile et surtout, en plus, elle souvent, des fois, quand j'en parle avec d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec elle, parce qu'on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec elle, il y a un mauvais procès qui est fait parce que je pense que ce que Rokhaya essaie de dire, c'est tout simplement essayer de penser, de vous mettre à la place à des gens qui n'ont pas vécu ou connu ce que vous avez vécu. C'est tout simplement voilà, c'est ce que Nash expliquait aussi quand elle est arrivée avec ses agriculteurs qui faisaient de l'agriculture intensive. C'est cette nécessité, à un moment donné, de mettre son modèle, son paradigme de côté et se dire, OK, cette personne qui est en face de moi a une autre vie, d'autres expériences, et ça n'en fait pas quelqu'un forcément de moins bon ou de moins intéressant que moi. C'est juste qu'il y a peut-être une synergie qui peut se créer et être enrichi par ce que l'autre a apporté, même si c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et je trouve que en ça, cette transition, c'est créer des ponts plutôt que des murs. Et moi, j'aime bien les constructeurs. Donc, c'est pour ça que je suis admiratif de ça. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Je trouve que j'aime bien la formule ta formule de fin sur les ponts et les murs. Ça me rappelle une phrase d'Angela Davis que j'aime beaucoup qui dit que les murs renversés deviennent des ponts. Et je trouve que c'est vraiment ça, c'est qu'il faut bousculer pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer des traits d'union. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai que quand tu me demandais, Sébastien, si je me sentais extraterrestre, c'est que j'ai le sentiment que parfois il n'y a aucun lien entre ce que je dis et ce qui est entendu. C'est-à-dire qu'il y a un tel décalage que je pense que c'est lié au fait que certaines personnes vivent dans un tel confort, dans un tel sentiment de légitimité que de questionner ça, en fait, ça les place dans une situation où elles se sentent attaquées. Et ça revient un peu à ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre Bibring, et je trouvais ça intéressant de rappeler l'histoire. Et c'est vrai que voilà, avant l'Anthropocène, il y a eu justement toutes ces périodes de domination qui ont conçu le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est l'idée d'un monde capitaliste où on a voulu aller toujours plus loin en conquérant des territoires qui ont été colonisés, en exploitant des forces humaines, en transformant des êtres humains en esclaves et en les dépossédant de leur humanité au nom de plus de profit, au nom de l'exploitation de terres. On a construit un monde qui était conçu au bénéfice d'une partie de la population, mais d'une minorité de l'humanité. Et que le reste de l'humanité, en fait, une grande partie de l'humanité, doit se contenter d'évoluer dans un monde qui n'est pas construit pour elle. Et donc, doit s'adapter en permanence. Et comme, en fait, c'est une partie de l'humanité qu'on entend peu, les personnes qui n'ont pas l'habitude de les entendre, beaucoup d'entre elles, en tout cas, ont du mal à entendre que quand on est une personne issue d'une minorité, etc., qu'elle soit ethnique, qu'elle soit de genre, qu'elle soit sociale, eh bien, on doit faire en sorte que la majorité nous entende et tienne compte de ce qu'on est, de nos spécificités. Et c'est pour ça qu'il y a parfois un accueil agressif, parce que ce sont des propos qu'on entend très peu. Et quand tu me posais la question de comment je me sens dans mon milieu social, professionnel, c'est vrai que j'ai quand même un sentiment de solitude, dans le sens où finalement, j'ai réussi d'une certaine manière à échapper à la sociologie en étant, parce que je suis une fille d'ouvrier immigrée, dont mes parents sont immigrés, j'ai grandi dans les quartiers populaires du nord de Paris, puis en banlieue dans le 93, donc dans un endroit où a priori, si on avait imaginé ma programmation à la naissance, rien n'aurait pu laisser imaginer que je suis là où je suis aujourd'hui. Et de ce fait, je suis singulière parce que la plupart des gens n'ont pas ma chance. Il y a plein de concours de circonstances, des rencontres, des gens qui m'ont fait confiance, etc., qui font que je suis là aujourd'hui. Mais je suis aussi là pour dire que la plupart des gens n'ont pas ma chance et qu'il faut les entendre. Et il faut ouvrir l'espace à davantage de personnes. On ne peut pas se contenter d'un espace médiatique où il y a une seule personne ou deux. Voilà, il y a un Frédéric Sigris, il y a une Rokhaya Diallo, mais que la majorité en fait des gens qui nous ressemblent socialement, en termes d'origine aussi culturelle, etc., n'ont pas la possibilité d'exprimer leur point de vue et justement de faire en sorte qu'il y ait une pluralité de points de vue. Et bien sûr, moi je ne demande pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi, mais j'aimerais en fait qu'on considère tous les points de vue comme étant valides. Et ce n'est pas parce que les points de vue sont minoritaires qu'ils ne sont pas valides et qu'ils ne méritent pas d'être entendus. Jean-Pierre, est-ce que ce genre de sujet, de diversité, de différence, et là, comme le disait Rokhaya, on ne parle pas que d'origine ethnique, de couleur de peau, on parle aussi de genre, la représentation des femmes, des handicapés, enfin, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont parfois soumises à la discrimination.
Est-ce que ce genre de débat existe dans la sphère scientifique? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui vient d'être dit, aussi bien par Anna que par Rokhaya, est extrêmement émouvant. Moi, je trouve ça extraordinaire entre autres, qu'il y ait une radio où on puisse entendre des choses comme ça me paraît tout à fait fondamental parce que, oui, évidemment, dans le monde scientifique aussi, on est soumis à ce genre de choses. Il y a effectivement toutes les inégalités telles qu'on les connaît dans la société se reflètent dans le monde de la science et peut-être même d'une manière encore plus aiguë. Parce qu'effectivement, quand on regarde, il y a moins de femmes que d'hommes et à l'intérieur aussi bien des femmes que des hommes que des femmes, eh bien, il y a uniquement ceux qui ont réussi à passer toutes les barrières sociales qui permettent de monter les échelons culturels jusqu'à aller à l'université, éventuellement des grandes écoles, etc. Donc, bien sûr que cela se trouve. Et parce que ceux qui sont dans le monde de la science sont issus de cette ségrégation, quelque part, ségrégation positive pour eux, eh bien, on n'a pas nécessairement une prise de parole, une prise de conscience même du monde scientifique qui prend la mesure de ce. Quand on dit que les idées dominantes sont ceux de la classe dominante, c'est bien ça que ça veut dire, c'est que tout est fait pour que les inégalités telles qu'elles existent soient acceptées comme des lois naturelles. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de gens maintenant à l'intérieur du monde scientifique qui essayent de réégaler un certain nombre de choses avec des quotas maintenant féminins à l'embauche, des choses comme ça. Mais c'est très peu de choses d'une part. C'est souvent biaisé et souvent de faible valeur parce que si on embauche une femme parce qu'elle est une femme, c'est presque pire. C'est qu'on lui nie sa capacité d'être embauchée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelqu'un qui scientifiquement a de la valeur. Et donc, oui, moi, je suis bien sûr très à l'écoute de ce genre de choses. Les moyens de s'y opposer sont extrêmement difficiles, comme partout dans la société. Il ne faut absolument pas penser que le monde scientifique est un monde idyllique où ça ne se poserait pas. Ça se pose de la même manière parce que le recrutement social des scientifiques reflète le recrutement social des gens qui, à l'intérieur d'une nation comme la France, accèdent à des postes de responsabilité. Donc non, on est nous-mêmes. Et je suis sûr, convaincu, et ça a été dit entre autres par Rokhaya, que c'est une très grande perte pour le monde scientifique lui-même de ne pas bénéficier de la richesse de ce que devrait être un recrutement qui cacherait les inégalités sociales telles qu'elles sont actuellement. Donc évidemment. Alors on essaye malgré tout de compenser, si on peut dire un petit peu ça, par une pratique précisément de coopération. C'est pour ça qu'en particulier, moi, j'essaye d'initier des coopérations, même dans des domaines qui sont technologiquement avancés, où on pourrait penser a priori qu'il y a des pays qui ne devraient pas y avoir accès parce qu'ils sont… Non, la coopération, tout à l'heure, d'ailleurs, j'avais lancé la discussion là-dessus, sur la coopération. La coopération, ce n'est pas simplement échanger technologie pour technologie ou travailler avec des gens qui ont le même niveau technologique à un moment donné parce que tu n'apprends pas grand-chose. La coopération, c'est précisément avoir la notion du fait que dans un patrimoine social, culturel global, on peut très bien échanger de la technologie pour de la culture, de l'histoire et autre chose qui fait qu'effectivement, ce n'est pas se faire plaisir quand on dit que on doit et on peut travailler avec des gens dans la diversité de ce que sont les peuples à la surface de la planète, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de hiérarchie en disant la technologie est au-dessus et le reste doit suivre. Non, la technologie, c'est quelque chose que, en France, comme dans les pays, un grand nombre de pays de l'OCDE, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, on a acquis un savoir-faire technologique essentiellement en pillant les ressources du reste du monde. Eh bien, on a acquis ça, mais ce n'est pas mieux que des gens qui ont un patrimoine culturel autrement plus riche que le nôtre quelque part et qui ont ça à offrir dans de la coopération. Donc, la coopération, c'est effectivement ça. Je disais, ce n'est pas uniquement gagner des sous, c'est beaucoup plus que cela. C'est offrir, de construire ensemble un monde où chaque peuple a acquis comme richesse au gré de son histoire peut être mis ensemble. Anna, tout ce qui a été dit là et développé par Rokhaya est intéressant parce que toi, tu es artiste, tu es issu d'une dynastie d'artistes, poétesses, musiciens, chanteurs, que ce soit cinéaste, vidéaste, enfin voilà, tu baignes dans le milieu culturel. Et tu es aussi une transfuge de classe. Tu aurais pu continuer à faire des tournées, faire des chansons. Et ben, tu t'es dit non, tiens, je vais aller évangéliser chez des gens qui savent mieux que moi ce que c'est que de cultiver la terre. Il y a quand même un peu une idée d'abattre un mur. Qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ça? Tu n'as pas choisi la facilité au final? Non, c'est sûr que mais comme Rokhaya, comme Jean-Pierre, enfin, en fait, je pense que c'est très très beau cette expression, quand on fait tomber les murs, ça devient des ponts. Je trouve ça très très beau. Et je pense qu'effectivement, il faut
faut pas avoir peur et je trouve que c'est très très beau tout ce qu'elle a dit parce que voilà, faut pas avoir peur et quand on a une conviction, quand notre cœur est plus fort que tout et nous parle plus fort que tout ce qu'on pourra entendre d'autres. Donc moi j'ai l'impression qu'il faut écouter ça et quand on a une conviction, quand on ressent quelque chose de fort et bah il faut le faire et quitte à se prendre des claques, quitte à se faire refouler salement au début, quitte à se prendre des insultes ou des faut être au-delà du jugement et il faut se faire porter par des choses qui nous animent, quoi. Et moi, voilà, ça m'anime tout simplement. C'est le cri du cœur, quoi. Donc, j'ai suivi ça et j'y suis allée et j'ai appris. Et j'ai appris aussi l'humilité et voilà, et ça m'a fait grandir aussi, quoi. Rokhaya, ce qui ressort aussi, c'est que l'on parle de statut social, que l'on parle d'origine, enfin de combat que l'on peut mener, que ce soit sur la place des femmes, la place de certaines représentations ethniques. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, la collaboration, elle n'est pas seulement dans le savoir, elle est aussi dans les combats, en fait. C'est les combats communs. Tout à fait. Et je rejoins vraiment ce que tu viens de dire, Anas, par rapport au fait que, de toutes les façons, à partir du moment où on fait avancer une idée qui a un potentiel révolutionnaire, on ne peut pas le faire sans froisser. Parce que d'une manière générale, on remet en question un statu quo, on remet en question des privilèges, on remet en question la détention du pouvoir par certains et certaines, et on ne peut pas ne pas attendre de ces personnes-là une forme de résistance. Et comme ce sont des personnes qui, pour la plupart, sont en position de pouvoir, nécessairement, ça implique un retour de bâton. Donc, ça veut dire qu'il faut créer des alliances. Et c'est ce que je trouve important, c'est justement d'avoir une réflexion qui se développe au-delà, en fait, des catégories, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, on réfléchit en fonction, parce qu'on a des intérêts quand on est féministe, on pense évidemment à la place des femmes, etc. Mais cette pensée ne peut pas ne pas être articulée de manière intersectionnelle. Donc, on parle d'intersectionnalité beaucoup, mais l'intersectionnalité, ça veut dire que il y a des femmes qui ne sont pas seulement des femmes. Elles sont parfois pauvres, elles sont parfois en situation de handicap, elles sont parfois lesbiennes, elles sont parfois noires, musulmanes ou juives, et donc peuvent vivre plusieurs oppressions. Et donc, il faut penser à lutter contre les oppressions, mais en tenant compte de tout. On ne peut pas simplement se concentrer sur un seul combat sans tenir compte des autres, parce que sinon, on lèse forcément les personnes auxquelles on ne pense pas. Et donc, ça veut dire que, évidemment, individuellement, on a forcément le regard qui est orienté par ses propres priorités, qui sont le fruit de son expérience. Mais si on collabore avec des personnes qui ont d'autres expériences, eh bien, on arrive à concevoir le monde avec les particularités de chacun et de chacune et à s'engager dans un combat qui est beaucoup plus juste. J'adore, j'entends un coucou derrière. Oui, c'est très poétique. C'est formidable. Je voulais juste accueillir, avant de donner la parole à Fred, et on va conclure cette émission où beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Mais je voulais vous présenter Marie-Lou Signolet qui vient d'arriver. Coucou Marie-Lou. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Marie-Lou. Voilà, Marie-Lou qui fait partie du festival Atmosphère, qui s'occupe de la programmation cinéma, c'est elle qui nous débusque chaque année toutes ces perles extraordinaires, que ce soit en fiction ou en documentaire, et elle va venir nous parler des concours de synopsis et de courts-métrages qui sont lancés avec l'appel à candidature qui a été lancé pour le festival, qui, espérons-le, se tiendra au mois d'octobre. Voilà, pour les 10 ans, tout le monde est un peu suspendu aux décisions liées à cette crise sanitaire pour savoir si le festival aura lieu. Du 6 au 10 octobre, normalement, on fête les 10 ans du festival. Je dis bien normalement. Fred, tu voulais dire quelque chose? Oui, sur l'idée de coopération et presque de convergence des luttes dans ce dont parlait Rokhaya, je trouve que c'est particulièrement intéressant à l'aune de cette pandémie où l'humanité entière, enfin l'humain, les hommes et femmes, ont été confinés comme ça chez eux, 4 milliards d'individus confinés chez eux. Et en fait, je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est que depuis quelques semaines, on voit ressurgir une forme de concurrence qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que les Chinois ils sont responsables de ça, ah bah non, les Italiens ont fait ci, les Anglais ont fait ça, les Français font ci. Et même au sein même d'un même pays, alors qu'on est exactement dans la même problématique, on a vu aussi émerger des choses. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la communauté des joggeurs. Ah bah, ils sont irresponsables, ils courent à 19 heures. Là, on a vu des kilomètres de bouchons parce que les gens allaient au McDonald's. Ah bah voilà, regardez-moi. Et en fait, on est tout de suite dans un jugement, alors qu'en fait, on n'analyse pas tout ce qui est en train de se passer à l'échelle des institutions. C'est-à-dire que je trouve que c'est plus que jamais, on a la nécessité de se dire, tiens, eh bien, puisque c'est un fléau qui touche toute l'humanité,
est-ce qu'on n'a pas quelque chose à apprendre des Chinois? Les Chinois ont peut-être des choses à apprendre de nous. On peut apprendre des choses des Italiens, des Anglais, des Allemands. Enfin, je trouve que plus que jamais, j'ai l'impression, peut-être que c'est donner du sens à une crise et qu'il ne faudrait pas, mais j'ai l'impression que la nature nous dit tout simplement coopérer, coopérer si vous voulez vous en sortir. Sinon, vous allez disparaître comme ça, bêtement. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses qui devraient nous rassembler actuellement, alors qu'on est confinés chez nous, plutôt que nous opposer. Je trouve qu'il y a autant à apprendre voilà, des gouvernances de la chancelière Angela Merkel. Je trouve qu'il faut vraiment ouvrir ses horizons et que cette histoire, j'ai pas envie qu'on retourne vers un cloisonnement de qui était responsable, alors qu'en fait, on pourrait tous avoir un petit morceau de solution. Je vais faire un petit tour de table ou un tour de mosaïque pour la conclusion. Nash, pour commencer avec la voix verte. Et puis ensuite, on va avoir de la chance. Tu vas nous chanter une chanson. Tu as en plus des jolis choristes qui t'entourent avec tous ces oiseaux. Il y a un piano qui n'est pas très loin. Nash. Ouais, bah, non, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est vraiment ça ce que je ressens. Je pense qu'on a une opportunité là. Ce qu'on vit, c'est bouleversant. Voilà, mais c'est une opportunité pour essayer de repenser les choses. Et j'ai l'impression que là, on est tous confinés chez nous. Et puis, tout ce qui rejaillit vraiment, c'est les choses importantes. Les gens ont envie d'être avec leurs proches, de dire aux gens enfin, d'être dans l'amour et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est une opportunité pour nous là de repenser les choses et d'essayer d'inventer un nouveau monde. J'espère que ce n'est pas une pause dans nos vies. J'espère que ce n'est pas juste une pause, quoi. J'espère qu'on va prendre ce qu'on vit comme une opportunité et essayer de réinventer quelque chose de plus positif et vertueux. Voilà, je dirais juste ça. Rokhaya. Bah, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Nash. Je trouve que c'est aussi l'opportunité de peut-être penser à renverser les hiérarchies. Parce que ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est combien les métiers qui sont considérés comme petits sont capitaux pour le Ouais, fonctionnement. c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, les personnes qu'on ne voyait pas, qu'on déconsidérait, qui sont mal payées, en fait, ce sont celles qui nous permettent de vivre confinés quand on a ce privilège et ce luxe et de continuer à faire en sorte que les rues soient propres, que les gens se nourrissent, que les gens puissent encore faire des achats, puissent être transportés dans les hôpitaux. Il y a évidemment le personnel soignant, mais il y a aussi le personnel qui n'est pas soignant dans les hôpitaux, qui s'occupe de l'entretien, de la maintenance, du nettoyage, etc. Et de se rendre compte que ces fonctions ont été dévalorisées. Donc, ça veut dire que dans la hiérarchie en fait, des fonctions, on parlait de classe sociale, tous ces gens-là appartiennent aux classes sociales les moins favorisées. Donc, au mieux, les classes moyennes inférieures, mais les classes sociales souvent inférieures. Donc, des gens qui prennent les transports, qui vivent souvent en périphérie, etc. et qui finalement sont mal payés. Donc, peut-être s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans une société qui survalorise certains métiers. Je pense qu'il y a des personnes qui sont confinées dont l'absence n'empêche pas le monde de tourner. Je vais citer personne, mais bon, on se rend quand même bien compte qu'il y a des gens dont la disparition de l'espace public n'est pas une révolution pour que la France continue à tourner, et que ces autres personnes, en fait, finalement, qui sont très très mal payées, sont indispensables à notre bien-être. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de finalement faire des classes sociales où les gens qui sont indispensables sont les personnes les moins considérées et les moins bien payées? Peut-être que c'est le moment de renverser les hiérarchies. Jean-Pierre Bibring. D'abord, un grand merci pour avoir organisé un truc et puis un grand bravo surtout, parce que bon, le thème c'était sur la diversité. C'est vrai que ce que j'ai entendu moi aujourd'hui, des gens que je vois là-haut en mosaïque, comme tu dis, c'est incroyablement riche, ça aide énormément à comprendre et on voit à travers cet échantillon-là ce qu'on voit effectivement dans le confinement, une richesse de tout le monde. On entend, on voit sur les messages qui circulent, les prises de position qui sont faites, etc. Une disponibilité des gens pour envisager un changement de paradigme très important. Et moi, je trouve ça très, très encourageant. En même temps, et c'est vrai que ce que Rokhaya vient de dire à propos de ce qu'on appelle les premiers de cordée et les autres, les premiers de cordée, manifestement, ce n'est pas ceux que certains ont voulu baptiser les premiers de cordée avec le ruissellement. Les premiers de cordée, on s'est bien aperçu qu'on n'en a pas besoin quelque part. Ce n'est pas eux qui ont fait ruisseler quoi que ce soit. S'il n'y avait plus les premiers de cordée, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. C'est tous les autres qui sont toujours considérés comme des riens, qui sont réellement le bien commun qui s'est construit au cours du temps dans nos sociétés et qui sont incroyablement mis à l'écart aujourd'hui. Donc, parmi les notions dont je crois qu'il faudra vraiment
prolonger le bénéfice, c'est cette notion de service public, de bien public. Le fait que quelque chose soit public et construit comme tel au cours du temps, qu'il ne soit pas uniquement soumis à la rentabilité, au marché, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on arrive à transformer. Ça va être compliqué puisque les États dans lesquels on est, nous ici, en Occident, comme on dit, sont basés, construits sur le fait qu'il y a des lois qui seraient des lois sociales, des lois du marché. Mais ce ne sont pas. Ce ne sont pas des lois construite dans la nature. Ce n'est pas une loi de l'homme, c'est une loi qui a été construite, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas l'homme en tant que tel, c'est un certain mode de production. Est-ce qu'on aura la capacité, après cet événement-là, pour autant qu'il y ait un après, à transformer cela? Moi, ce dont je suis absolument convaincu, c'est qu'il y a une disponibilité énorme des gens pour aller dans cette direction-là maintenant. Un peu comme à l'échelle du festival Atmosphère, on s'est aperçu que les jeunes qui se mobilisent maintenant, c'était qu'une lucidité sur les causes des dérèglements qui est absolument extraordinaire. Mais bien sûr, ça suppose après de se donner les moyens de transformer ça. Et on aura devant nous, je me mets avec les autres parce que je pense que dans le domaine scientifique, c'est pareil, on aura devant nous les gens qui ont une nécessité à ce que ça ne se fasse pas, à ce que ne soit pas la réalité. Rokhaya tout à l'heure parlait de révolution et du fait que quand on fait ça, on en froisse un certain nombre. C'est dit avec délicatesse. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faut bien sûr tout faire pour éviter un affrontement, mais à l'évidence, ceux qui ont construit ce système-là, qui a créé un monde tellement inégalitaire à l'échelle de la planète, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a la moitié des gens sur la planète qui n'ont même pas accès à l'électricité pour pas mettre, il n'y a pas un frigo pour mettre un médicament au frais, pour la moitié des gens de cette planète. C'est inimaginable les inégalités qui ont été construites, mais elles le sont aussi en France. Ce n'est pas la France versus le reste, c'est à l'intérieur de la France, et ça a été superbement dit aujourd'hui. Donc, c'est vrai que moi, mon rêve, bien sûr, mais ce n'est pas un rêve passif, c'est-à-dire d'attendre que ça se fasse, c'est un rêve dont il faut être acteur, c'est de faire en sorte qu'effectivement, ce qui a été mobilisé pendant cette phase-là se transforme à l'échelle de nos institutions, parce qu'on ne va pas changer d'institution tout de suite, mais aille le plus loin possible. De ce point de vue-là, l'initiative que vous avez prise en créant ce genre de radio qui permet de faire diffuser des idées, d'avoir des rebonds et que des gens que je ne connaissais pas personnellement puissent prendre la parole, je trouve ça absolument remarquable. Donc, à nouveau, merci et bravo. Merci beaucoup Jean-Pierre Bibring, merci à tous, merci Rokhaya Diallo, merci Frédéric Sigrist d'être avec moi chaque semaine, merci beaucoup à Nash. Nash, je vais peut-être te demander d'aller t'installer au piano le temps que je donne la parole à Marie-Lou Signolet qui est avec nous. Marie-Lou, donc toi tu t'occupes de la programmation cinéma du festival Atmosphère et le festival vient de lancer donc ses concours. Il y a 2 concours chaque année et tu vas nous en parler, concours de synopsis, concours de court-métrage. Raconte-nous un petit peu. Rokhaya a parlé de ceux qu'on ne voit pas. Parmi eux, il y a les scénaristes. Donc le premier concours synopsis de long-métrage de fiction s'adresse à eux et à leur pouvoir. L'idée, c'est d'investir nos imaginaires pour que les récits écologiques deviennent réels. Je n'ai pas besoin de rappeler le pouvoir des images et le fait que le réel se nourrit de l'imagination. Voilà. Donc ça, c'est un concours de synopsis. On va sur le site du Festival Atmosphère et on peut poster son synopsis et il y aura un jury comme chaque année. L'année dernière, c'était Pierre Jolivet qui était le président du jury et cette année, on vous réserve une surprise. Et ensuite, un concours de court-métrage. Je peux dire un petit mot avant. Je voudrais dire que pour que les récits écologiques deviennent réels, il faut déjà que les films deviennent réels et donc qu'ils se fassent. Et il faut qu'on nourrisse l'imaginaire de l'industrie du cinéma pour leur montrer que les nouveaux récits sont séduisants aussi. Donc ça, c'est un travail qu'on fait toute l'année avec des partenaires, Bonne Pioche Cinéma pour accompagner les projets, Change Now pour un marché du film, la Guilde des scénaristes, les lecteurs anonymes, Groupe Ouest, Film France, Grand Paris Pôle Média et l'ADEME, parce qu'on a un programme qui s'appelle Nouveaux récits et monde en transition, où on fait se rencontrer les scénaristes avec les scientifiques, les experts de la transition et les professionnels de l'audiovisuel pour construire toute l'année et que les films se fassent vraiment. Voilà. Tu es ici chez toi, Marie-Lou, tu as les clés du camion, donc il n'y a pas de problème, tu peux dire tout ce que tu veux. Un mot quand même sur ce concours de court-métrage. Les courts-métrages, là le but c'est vraiment de s'exprimer sur le thème de la vie rêvée, avec tous les moyens possibles ou le manque de moyens. Voilà, c'est libre, tous les genres sont acceptés.
Et on invitera le vainqueur à rejoindre le programme sur les nouveaux récits s'il le souhaite. Voilà. Super, merci beaucoup Marie-Lou, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Encore une fois, merci à Rokhaya Diallo, à Jean-Pierre Bibring, merci d'être venu nous voir, merci à Frédéric Sigrist. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on va partir en voyage avec le sociologue Rodolphe Christin. Le touriste est-il un voyageur? Et surtout, on va se poser une question, est-ce que ces fermetures de frontières, la baisse du pouvoir d'achat, le fait qu'on va commencer à s'intéresser à un tourisme local, c'est formidable, mais est-ce que ça ne va pas biaiser aussi notre appréhension de l'autre, de l'altérité? Et est-ce qu'on ne va pas aller vers plus de stéréotypes? Si on ne peut pas aller au bout du monde pour découvrir de nouvelles cultures, est-ce que ce qu'on découvrira à travers les écrans, à travers Internet suffira? Et est-ce que ça ne va pas véhiculer de nouvelles appréhensions de la différence? Donc ça va être encore un débat absolument passionnant. Donc rendez-vous vendredi prochain à 18h pour cette émission. N'hésitez pas bien sûr à nous rejoindre YouTube, Facebook. Il y a un épisode inédit tous les vendredis à 18h. N'hésitez pas à vous abonner à nos pages, à liker, à être de plus en plus nombreux à nous suivre avec le hashtag l'effet pangolin. Et puis sachez que ce week-end, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a 2 semaines, il y avait eu l'Académie des mondes d'après qui avait investi l'ensemble des réseaux sociaux. Et bien ce week-end, le festival Atmosphère et l'effet pangolin, eh bien nous serons avec le monde d'après. Voilà, ça va durer, les mondes d'après, ça va durer l'ensemble du week-end sur l'ensemble des réseaux. Nash y sera d'ailleurs et on s'y retrouvera puisque je vais me retrouver à présenter avec Audrey Dana l'émission spéciale nature. Et voilà, donc on est ravis d'intégrer cette grande meute d'amour, puisque je pense qu'à nous tous, l'idée c'est quand même de réussir à faire de la coopération. Ça a quand même été le sujet de cette émission d'aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe du Festival Atmosphère, je les cite: Pascal Signolet, Laurence Lafito, Virginie Delagrange, Laurent Le Triard, Marie-Lou Signolet, Mélanie Faure, Julie Lefebvre, Steve Albaré. Merci à Cathy Follin pour son apport éditorial, et puis merci à F5 et Raphaël Sigmuller pour leur aide, Raphaël Sigmuller de Uprightly. Nash, une chanson? Qu'est-ce que tu nous chantes? Alors, je vais vous chanter une chanson qui s'appelle Imagine. Et justement, c'est une chanson qui parle de tous, d'imaginer un monde plus beau. Et je me suis retrouvée un soir dans ma chambre à composer ça en me disant, tiens, j'ai envie de me replonger dans cet imaginaire d'enfant quand je me disais, voilà, mon monde merveilleux. Donc voilà, Imagine. Dans la nuit, une lumière, je retrouve enfin mes rêves comme un cri qui se perd. Je vois le jour qui se lève, ma tête tourne dans ce monde à l'envers, mais mon cœur passe à travers. Imagine, et la vie devant toi en couleur illumine l'avenir qui s'écoule. Imagine, et la vie devant toi en douceur illumine la terre que tu foules comme un oubli qui me retrouve, un trésor trop bien caché, un paradis que je découvre, un pays que je connais. Ma tête tourne dans ce monde à l'envers, mais mon cœur passe à travers. Imagine, et la vie devant toi en couleur illumine l'avenir qui s'écoule. Imagine, et la vie devant toi en douceur illumine la terre que tu foules, l'enfer que tu fuis tout doucement. Un nouveau souffle sur ma planète, une nouvelle mélodie, pleine d'espoir, mon âme en fête, enchante enfin sa vie. Imagine, et la vie devant toi en couleur illumine l'avenir qui s'écoule. Imagine,
Et la vie devant toi en douceur illumine la terre que tu foules. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nash. Merci à tous et rendez-vous vendredi prochain, 18h pour un nouvel épisode inédit. Et puis les autres épisodes sont bien sûr toujours consultables. La semaine prochaine, on aura encore multiplié par 10. Allez, salut.